Bonsoir, je me présente tout d'abord pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis le président de l'école, Daniel Bertel, et j'ai le grand honneur, le privilège de recevoir Pierre-François Lelouette, qui est l'actuel président de la Fédération française de prêt-à-porter féminin. J'ai succédé à monsieur. Mais bien d'autres rôles encore dans son existence. Je vous remercie également d'être venus ce soir, nombreux, qualitatifs apparemment. Et je vais immédiatement céder la parole. On l'a fait la dictée ou pas au fait? Et je vais immédiatement céder la parole à Pierre-François qui se présentera lui-même. Merci Daniel, merci à vous tous d'être ici. Daniel et l'équipe de Modspay m'ont demandé de venir discuter avec un certain nombre d'anciens élèves, donc ce que je ferai avec grand plaisir. J'ai prévu juste une petite présentation pour déjà partager avec vous une petite vision de la manière dont je pense que la mode est en train d'évoluer à un moment charnière de son existence dans notre pays. J'ai été élu président de la Fédération du prêt-à-porter féminin il y a un an et demi maintenant, pour 3 ans, avec un profil très atypique puisque je n'ai jamais dirigé de marque de mode. Mon métier c'est Nelly Rodi, ça fait 15 ans que j'en suis le président. Société de conseil en innovation et création qui a été fondée par ma mère à Paris en 1985 et qui aujourd'hui est également implantée avec des filiales à New York et à Tokyo dont je suis également président. Nelly Rodi a beaucoup évolué, elle est fière de ses racines créatives, elle est fière de son ancrage dans le monde des tendances, de la couleur, de la création, des matières, beaucoup aussi, qui est dans la mode quelque chose qu'on a d'ailleurs un petit peu trop oublié à mon goût aujourd'hui. Et depuis 15 ans, j'ai fait beaucoup évoluer cette société vers plus de stratégie, plus de recommandations en amont sur la manière d'adapter les marques au monde qui vient, de les piloter, de les organiser, de les défendre, de les promouvoir et de leur assurer un avenir. Donc mes équipes aujourd'hui, c'est 35 personnes à Paris. Et ce sont pour beaucoup des gens spécialistes du marketing qui travaillent sur des plateformes de marque, travaillent sur l'organisation de l'offre, sur des plateformes de style, accompagnent les dirigeants, accompagnent les directeurs généraux, les directeurs marketing et les directeurs de création des sociétés issues des industries créatives. La mode représente 60% de nos activités. Nous travaillons beaucoup dans la beauté, dans les services aujourd'hui, dans la maison, dans le domaine du luxe. Donc nous avons aussi bien comme clients bien sûr les grands noms du luxe ou de la cosmétique mondiale et les grandes chaînes de distribution européennes ou asiatiques, mais nous avons aussi un des 3 plus grands musées du monde, un des 3 plus grands clubs sportifs de football de la planète, un événement sportif en Asie, une chaîne d'hôtels en ce moment très internationale. Donc vous voyez que le spectre de nos activités est aujourd'hui très large, qu'il l'est de plus en plus parce que la création et l'innovation sont bien sûr 2 pieds sur lesquels marchent beaucoup d'industries aujourd'hui, pas simplement les industries de la mode, mais la mode a beaucoup inspiré beaucoup d'autres professionnels. Un mot sur Modspay. Modspay, comme vous l'a dit Daniel qui préside aujourd'hui l'école, est une école qui a été fondée à la fois par la Fédération du prêt-à-porter féminin, par le syndicat interrégional et le syndicat de Paris, qui sont 2 entités de notre fédération. Et c'est pour moi très important, et comme ça l'a été, je l'espère pour vous, quand vous étiez étudiant, de savoir qu'une fédération professionnelle s'engage aussi pour la formation, pour faire qu'il y ait des personnes qui soient formées dans cette industrie, qui soient de meilleure qualité, qui puissent comprendre les enjeux dans lesquels la mode en général évolue et qui puissent porter les entreprises et les aider à se développer. Ce n'était pas le cas vraiment avant la création de Modspay. Je suis aussi bien sûr administrateur de l'IFM, l'Institut français de la mode, qui est une école dont je suis diplômé également, qui est une autre très belle école mais qui ne forme pas les mêmes profils que vous-même à l'époque où vous étiez chez Modspay. Et donc c'est pour nous une très grande fierté à la fédération d'avoir contribué à la fondation de cette école et de continuer à la soutenir aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que les entreprises dans lesquelles vous êtes
c'est le moment de payer sa taxe d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à aller taper aux portes de droite de gauche en disant n'oubliez pas Modspé, c'est peut-être une école qui vous a aidé. Et si vous êtes ici aujourd'hui, j'imagine que vous y avez passé aussi des bons moments. Donc n'oubliez pas cette école parce qu'elle a aussi besoin de vous pour pouvoir se développer dans l'avenir, pas simplement de la fédération ou des syndicats qui composent la fédération. Je vous ai parlé de Nelly Rodi, je voulais vous parler en introduction aussi un petit peu de la fédération, donc du prêt-à-porter féminin, qui est, comme vous le savez sans doute, une des deux grandes fédérations françaises, avec la Fédération de la haute couture et de la mode. Fédération de la haute couture et de la mode, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais c'est 50 adhérents, c'est 50 très belles marques, pas que des marques françaises, des marques internationales, des marques qui, pour l'essentiel, défilent. Et à la Fédération du prêt-à-porter féminin, notre très grande fierté, c'est de représenter des centaines d'entreprises, avec des business models qui sont très divers. C'est une fédération qui est très ouverte. On accueille aussi bien les jeunes entrepreneurs qui créent leur boîte et qui veulent la développer. On a un service entreprise qui aide vraiment beaucoup, des dizaines de sociétés chaque année à construire des business plans, à trouver des financements, à se lancer, à identifier les faiblesses, parfois à suppléer ces faiblesses, puisqu'on a un programme que je viens de lancer qui s'appelle Talent et qui accompagne 5, j'espère, futurs champions de notre industrie du prêt-à-porter féminin en mettant à leur disposition des consultants payés par la fédération pour leur permettre vraiment d'accélérer leur croissance. On est une entreprise aussi, une fédération qui est très ancrée dans les territoires. Nous sommes parisiens, une des 8 composantes de notre fédération, c'est le syndicat de Paris, mais il y a aussi des syndicats et des marques qui sont à Marseille, à Toulouse, à Cholet, avec tous les usines de l'ouest de la France qui sont également rassemblées dans notre fédération. Donc on est aussi les grands promoteurs du Made in France à Lille, à Lyon, à Marseille, en Normandie. Donc c'est pour nous une très grande fierté d'avoir comme ça un maillage et un ancrage territorial très fort. C'est très important pour les pouvoirs publics aussi de pouvoir compter bien sûr là-dessus. Au total, c'est 600 marques. On a une action au-delà de la représentation, de la communication, du lobbying, de la défense de notre industrie vis-à-vis du législateur pour défendre le crédit d'impôt collection qui a été remis en question encore la saison dernière et qu'on a réussi à sauver. Si les boîtes n'ont plus de crédit d'impôt collection, les jeunes marques, elles crèvent, donc il n'y en aura plus en France. Donc c'est très utile. On aide aussi beaucoup à l'export. On accompagne 400 marques à l'export que nous subventionnons avec le soutien du défi pour les aider à trouver des stands moins chers à New York, à Tokyo, à Pékin, à Shanghai, à Moscou ou ailleurs. Donc c'est une très grande aide comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs nous organisons nous-mêmes nos propres manifestations à l'étranger. Nous organisons notamment un salon qui a lieu aujourd'hui encore, qui s'est clôturé ce soir, qui s'appelle Mode in France à Tokyo, qui a lieu 2 fois par an, ce qui rassemble 80 marques. Et c'est la première manifestation française à l'étranger, au Japon, organisée au Japon. Donc c'est aussi pour nous pas mal de se dire que la mode française rayonne avec de jolies marques qui exposent au Japon dans une manifestation organisée par notre fédération. On invite aussi des acheteurs à Paris. Et on les met en contact, des acheteurs étrangers à Paris, on les met en contact avec des marques françaises pour que là aussi elles puissent faire plus de business. Donc vous voyez que l'axe business de la fédération, il est vraiment réel. Et on est là pour aider les entreprises à se développer leur business. Nous organisons enfin un salon qui s'appelle Trafic, qui aura lieu le 4 et le 5 avril prochain au Carreau du Temple. L'entrée est gratuite pour tous les représentants des marques de mode, donc pour vous. Vous êtes bien sûr les bienvenus. C'est une manifestation, ce sera simplement la 3e édition, qui connaît un succès absolument incroyable, puisque Trafic rassemble des exposants, 70, qui proposent des services aux marques de mode, que ce soit des services financiers, des services de merchandising, des services de fashion tech, des services pour ouvrir des pop-up stores, des services pour ouvrir des magasins. On a Unibail, on a Dassault comme exposant, on a American Express, on a les chambres de commerce à l'étranger, on a aussi Tagwalk, les petites startups sympas de l'histoire. Enfin, bon, voilà. Et c'est aussi 12 conférences et 50 workshops et 2000 personnes qui, pendant 2 jours, sont là pour rencontrer et construire leur avenir sur ce salon Trafic. J'oublie plein de choses, mais tout ça pour vous dire qu'une fédération, c'est utile. Ça ne sert pas à rien. Que de loin, comme ça, on se dit
Qu'est-ce que fait la fédération? À quoi ça sert? Ça sert à tout ça. Donc il y a 12 personnes qui sont mobilisées à Paris pour aider toutes ces marques françaises, ces 600 marques qui adhèrent à notre fédération, qui ont rejoint notre fédération, à grandir et à se développer. J'oublie plein d'actions, mais vous ne m'en voudrez pas. Je suis là aujourd'hui donc pour partager avec vous peut-être le point de vue que j'ai sur ce monde qui change. Le monde de la mode change beaucoup en ce moment. Il est très impacté par beaucoup d'aspects qui ont permis une évolution considérable de notre secteur. Je parlerai bien sûr des petites et des grandes marques et des moyennes. Enfin, je pense que j'essaye d'être très très large dans mon propos, mais ce qui est certain, c'est que le marché de l'habillement n'est pas un marché qui va bien. On a perdu en gros depuis 10 ans 20% du marché en valeur, pas en volume, ce qui signifie que le nombre de vêtements vendus est relativement stable, mais que le prix des vêtements a baissé et que le marché a baissé avec lui. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'après 8 années consécutives de baisse, il est probable qu'on se stabilise cette année et que même peut-être on ait un petit chiffre positif, ce qui serait une grande nouvelle, de se dire que les Français ont envie de reconsommer et les Françaises un peu de mode. Ce serait plutôt pas mal. Mais derrière ce marché, qui est déjà en lui-même pas une bonne nouvelle, il y a d'autres mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est que beaucoup de chaînes étrangères se sont installées et ont pris des parts de marché sur les chaînes françaises. La mauvaise nouvelle, ou une bonne nouvelle, ça dépend, mais c'est qu'aujourd'hui, le digital représente 17% des ventes d'habillement en France, qu'il y a 10 ans, c'était 4%. Donc on voit que le trafic en magasin, il n'est pas génial, puisque le marché baisse et qu'en plus, les gens achètent plus sur Internet que dans les magasins. Donc beaucoup de chaînes sont pas très très habituées à tout ça, et que ici c'est un exemple en tous les cas de la chute des chaînes françaises qui sont très mal associées ici dans les index digitaux de connaissances des clients. On a simplement Kiabi qui est le premier acteur, je vous rappelle, de la mode française. C'est le plus gros vendeur de vêtements en France, qui lui-même n'est pas en super bonne position. Et puis on a des nouveaux acteurs comme Primark, qui il y a 5 ans encore n'était pas dans notre pays et qui aujourd'hui, d'après les estimations, font un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. En vendant des t-shirts à 4 euros, vous imaginez le nombre de t-shirts. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'en suis pas entièrement sûr. En tous les cas, c'est pas non plus, je me mets à la place des... Je suis pas là pour porter des jugements de valeur, hein, loin de là, vous l'avez compris. Quand on est une femme et qu'on a 3 enfants et qu'on gagne le SMIC et que c'est la rentrée des classes, on est très content d'aller chez Primark et de pouvoir l'habiller et de faire un peu plaisir à ses gamins en offrant des t-shirts à 4 euros. Donc il faut de tout pour faire un monde, mais toujours est-il que ce monde-là, il est bousculé considérablement par le digital, par des chaînes étrangères, par une réflexion sur le prix, sur l'évolution du pouvoir d'achat, qui a considérablement modifié le spectre de la mode et qui aboutit à un certain dégoût de beaucoup. Là, j'ai repris une expression de Demna Gvasalia que vous connaissez évidemment, qui est le leader de la marque Vêtements. Ce label qui lui aussi n'existait pas il y a 3 ans et demi, je crois, qui aujourd'hui a un peu plus d'1 500 000 followers sur Instagram, qui revendique un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réelle demande sur le marché pour tous ces vêtements. On gaspille beaucoup d'argent à développer et à vendre des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. C'est réel, les armoires sont pleines et c'est une évidence pour tout le monde. Deuxième mutation qui est très importante au-delà de ce sentiment un peu de saturation, c'est qu'on a une nouvelle génération qui vient bousculer considérablement les codes de la consommation. Ces fameux millennials dont on n'arrête pas de parler, dont je vous rappelle qu'ils ont 2 caractéristiques communes qui sont qu'à la fois ils n'ont connu que des crises sécuritaires, alimentaires,
maladies qui apparaissent, qui disparaissent, crise économique évidemment. Et puis cette disruption économique, c'est une génération qui n'a pas connu le monde sans Internet, contrairement à toutes les autres. Mais surtout, les comportements de ces générations, elles infusent dans l'ensemble de la société. Vous avez 18 ans et vous allez apprendre à votre grand-mère comment fonctionne un téléphone portable. Et ce n'est pas votre grand-mère qui va vous apprendre comment fonctionne la vie. Et ce chamboulement des valeurs fait que, bien sûr, dans la mode aussi, beaucoup d'esthétiques qui sont portées par ces millennials vont infuser dans l'ensemble des générations qui les suivent. Ces mutations de notre société et qui drivent bien sûr la consommation, c'est que toute cette nouvelle génération, elle impose à la fois des nouveaux rapports à la consommation, au temps, aux individus, au sentiment de qu'est-ce qui est expert ou qu'est-ce qui ne l'est pas, un nouveau rapport à la culture et un nouveau rapport à l'espace. D'abord, ce qui est certain, c'est que notre monde, il est beaucoup plus instantané, que l'instant présent est excessivement valorisé. Dans la mode, c'est bien sûr les ventes flash de Suprême, c'est bien sûr ce jeu sur la pénurie qui est beaucoup développé. C'est aussi des mots forts comme la fluidité, comme l'efficacité, qui sont de plus en plus valorisés. C'est aussi ce que j'appelle le fashion streaming, c'est-à-dire que, comme vous le savez, on peut aujourd'hui louer des vêtements de la même manière qu'on n'achète plus une perceuse, mais qu'on peut la louer chez Leroy Merlin. Eh bien, il y a aussi beaucoup de sites qui proposent une seconde vie aux vêtements qui n'est pas simplement la manière traditionnelle de acheter, que ce soit online ou offline, tout ça. Je vous ai mis ici l'exemple de Panoplicity. Il y a aussi un troisième facteur de relation qui évolue, c'est la relation aux autres avec ces communautés qui se construisent et qui viennent considérablement développer et soutenir le développement des marques. Je vous ai mis bien sûr l'exemple de Brandy Melville, qui est une de ces chaînes qui connaît un succès absolument considérable, mais je pourrais vous parler d'une chaîne dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Missguided en Grande-Bretagne, qui n'existait pas il y a 8 ans, qui aujourd'hui a un peu plus de 2,5 millions de followers, qui joue en gros sur des codes excessivement sexy pour ceux qui ne la connaissent pas, très, très jeune et avec une féminité excessivement assumée et surtout des diversités d'esthétiques autour de la féminité et de la séduction qui sont elles aussi très affirmées. C'est aujourd'hui 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 8 ans, ça n'existait pas. Pour vous donner une idée, Morgan, dans le même genre, ça fait 30 ans que ça existe, ça fait 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et typiquement, pourquoi Morgan n'a pas réussi à s'engager dans des codes comme ceci, alors qu'il y a comme ça de nouveaux facteurs, en tous les cas, qui permettent de développer des marques en se basant sur des valeurs, des comportements que de nouveaux entrants arrivent très bien à capter. Et pour moi, c'est un des grands messages que j'ai aussi à vous donner, c'est qu'aujourd'hui, on vous parle des soldes qui vont mal, nanana, du marché qui se casse la figure, tout ce que l'on veut. Il y a des nouveaux entrants qui sont là et qui, eux, jouent et trouvent très bien leur place sur le marché. Des Missguided, des Brandy Melville, des vêtements sur un autre segment de marché beaucoup plus designer, des Ami, des Balibaris, qui est sans doute dans le masculin aussi, une des nouvelles chaînes qui est en train de se constituer, qui connaît un succès considérable, des slips français, des rouges, c'est le même propriétaire que Swildance, je crois, rouge. Swildance, avec ses magasins, avec son manière, son histoire, etc. Ça rame, c'est compliqué. Rouge, ça cartonne, il y a Jeanne Damas derrière, ça vend de la maille à tout va. Bon, donc le secteur est en fait excessivement dynamique, mais il n'est pas dynamique pour tout le monde. Et il faut savoir quels sont tous ces drivers, quelles sont ces nouvelles règles pour permettre justement à ces nouvelles marques d'exister. Il y a aussi cette relation à l'espace qui a beaucoup évolué. Avant, une chaîne ou n'importe quel magasin, elle faisait un magasin, et puis après elle allait dupliquer le même concept dans un deuxième endroit, et puis après un troisième, un quatrième, un 500e, un 600e, etc. Et dans toutes les villes du monde, on se retrouvait dans la même boutique. Aujourd'hui, c'est absolument plus possible. On cherche toutes les marques doivent chercher à adapter leur concept, y compris merchandising, mais aussi leur offre, à des lieux très précis.
Donc les marques de luxe savent plutôt bien le faire parce qu'elles développent des concepts très différents. La boutique Louis Vuitton de Paris ne ressemble pas à celle que vous trouverez à Pékin. C'est plus compliqué pour d'autres secteurs, pour d'autres marques, mais aujourd'hui on sent bien que la dynamique là aussi, cette adaptation au local, elle est excessivement importante, tant du point de vue du look que du point de vue de l'offre. Je vous ai mis ici l'exemple d'une chaîne qui s'appelle Nikko & Co à Tokyo et qui a, comme beaucoup de chaînes au Japon, des corners entiers de Made in Japan. Vous avez un quart de l'offre qui est du Made in local. Moi, je rêve de voir ça, si vous voulez, chez un Promode ou chez un Camaïeu. C'est de se dire qu'il y a toute une section comme ça du magasin qui est dédiée au Made in France. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi les Japonais y arrivent et pourquoi les Français n'y arrivent pas. Mais bon. Je vous en ai parlé. Ouais, autre chose qui a changé, c'est la relation à la culture dont je vous parlais. Et j'ai repris une image d'une vieille d'un Balenciaga, d'un Suprême ou dans un autre genre d'un Tory Burch Sport, mais c'est cette influence pop, c'est-à-dire que la culture qui fait rêver les jeunes générations, ça n'est pas une culture classique, c'est une culture du quotidien, c'est une culture des années 90, c'est la culture de notre jeunesse, c'est la culture qu'on a connue, mais c'est un autre point de vue sur des codes qui sont esthétiques qui sont complètement différents. Les marques qui s'en sortent très bien, elles ont compris parfaitement ça et elles ont compris qu'il fallait changer aussi leurs référents esthétiques. La connexion, c'est évident. Donc cette société qui a évolué, tous ces rapports qui ont évolué à la collection, elles sont là pour susciter le désir de manière différente. Elles sont là pour... et c'est la grande question, c'est de rendre de nouveau désirable la mode de manière générale, plus désirable encore les marques qui ont un petit peu de mal aujourd'hui, et encore plus désirable celles qui se sont lancées et qui se lancent bien. Et on parle beaucoup d'expérience, mais moi, les consommatrices, on a beau les interroger tout le temps chez Nelly Rodi, j'en ai pas une qui me dit ah, je rentre dans un magasin et je voudrais vivre une expérience. Ça c'est pas dans le vocabulaire. C'est dans le vocabulaire des gens qui ont fait des études de marketing ou de tout ça, mais c'est pas, la consommatrice, elle ne réagit pas comme ça. On a fait des études chez Nelly Rodi avec Google auprès de la nouvelle génération de ces millennials. On l'a fait en France, aux États-Unis, au Japon. Et le mot-clé pour moi, c'est moins expérience que vivre en fait. C'est que la mode, ça doit aider à vivre, ça doit aussi porter des valeurs, ses propres valeurs, ça doit surprendre, la vie c'est la surprise, et la mode, elle doit surprendre elle aussi de manière continue les clients qui rentrent dans les magasins en question. Donc elle doit surtout se mettre en scène, évidemment. Elle doit penser une offre différemment, penser un style différent, penser une relation avec ses consommateurs complètement différente. Elle doit se singulariser. Je pense que l'ère du diktat des tendances, ça fait quand même bien longtemps que c'est terminé, cette histoire. Je ne comprends même pas pourquoi les magazines sont encore à vous raconter que la nouvelle tendance est au jaune. Les filles n'en ont absolument rien à faire. Ce qu'elles veulent, c'est juste avoir un joli vêtement qui va les rendre heureuses et qui va rendre leur boyfriend ou leur girlfriend heureuse. Donc, et un peu plus belle et peut-être un peu mieux dans leur peau. Donc, cet effort de la singularisation, ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement déconnecté de l'air du temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre comment la modernité, quels sont les drivers de cette modernité et qu'est-ce qui est attractif pour tous ces gens loin de là. Mais je pense que le vocabulaire doit changer, que le point de vue doit changer et qu'on doit beaucoup plus accentuer sur cette singularisation. C'est insupportable de voir dans tous les centres commerciaux de la planète ou même le Marais, le même perfecto à 2 clous près dans la plupart des vitrines. C'est qu'il y a un moment donné où ce côté moutonnier est quand même un peu compliqué à assumer et donc on ne peut pas se plaindre après de se casser la gueule ou que les chiffres ne soient pas là, parce que c'est juste une évidence. Donc cet effort de singularisation, on doit absolument continuer à le faire. Et puis la singularisation, il faut la partager, il faut absolument l'affirmer, il faut être là, bien là, droit dans ses bottes, être fier. L'exemple d'Aesop, il est assez sympathique parce que c'est une marque qui est
très singulière parce qu'elle n'a pas franchement d'équivalent. En même temps, il n'y a rien de plus dupliquant et identique qu'un produit Aesop par rapport à un autre produit Aesop, mais c'est peut-être ce qui fait sa singularité. Ça, c'est du point de vue de l'offre. Et puis du point de vue du magasin, aucun magasin Aesop ne ressemble, et pourtant ils se ressemblent tous, parce qu'on a toujours, il y a une dizaine de règles, la place ou l'absence de caisse, l'espace dédié au lavabo dans la boutique, la hauteur et l'accessibilité des produits. Donc ces codes-là sont des codes assez inhabituels parce que c'est des règles, mais en même temps, le design permet d'affirmer du magasin à chaque fois une singularité absolument énorme. Et puis un quatrième driver qui pour moi est beaucoup plus fort à l'international qu'il ne l'est en France, et c'est pour moi là aussi un regret, c'est que les marques ne s'engagent absolument pas. Les marques françaises, elles ne défendent pas une cause, et comme la mode et la consommation, les consommateurs nous le disent à longueur de journée, qu'aujourd'hui ils veulent se reconnaître, y compris spirituellement, dans les produits qu'ils achètent. Cet engagement, il est absolument nécessaire. Uniqlo s'engage, H&M s'engage, les grandes chaînes internationales s'engagent, les petits designers s'engagent. La semaine prochaine, il y a le dîner du site d'action, le luxe s'engage. Voilà. Mais il y en a encore beaucoup qui ne s'engagent pas du tout, qui juste proposent comme ça leurs produits dans un truc un peu dupliqué, et c'est évidemment dommage. Donc, au-delà, là aussi, du merchandising, du produit, je pense qu'il y a maintenant une autre catégorie d'action à prendre en compte, et qui n'est pas de la communication, qui vient vraiment du cœur. Et quel est le cœur des marques? C'est en quoi elles s'engagent, en quoi elles sont différentes, en quoi elles doivent se battre pour un point de vue sur le monde qu'elles ont envie, elles aussi, de défendre. Et puis il y a un autre mot qui est très fort dans la vie, là aussi, au-delà de l'engagement, c'est celui de l'amour dans la vie de tous ces gens. Mais les marques de mode, on a l'impression qu'elles aiment rien, qu'elles ont même du mal à s'aimer elles-mêmes. Et c'est un peu, c'est là aussi, je pense, un des grands drivers qui vont permettre de se différencier, de se singulariser, et qui permettent aux marques d'avoir un succès, c'est d'avoir des points de vue, comme le dit J. Walter Anderson, qui, d'après moi, est quand même un des grands penseurs de la mode d'aujourd'hui, hein, qui est aussi bien dans sa marque que chez Loewe. Si jamais vous voyez une interview de J. Walter Anderson, foncez dessus à n'importe quel prix, parce qu'il y a toujours un truc super intéressant à tirer. Et cette émotion, cette connexion émotive avec les consommateurs, elle est évidente. Et c'est ce qui fait bien sûr le succès aussi d'un Cézanne dans son expression et dans sa relation avec les magasins. C'est ce qui fait le succès de beaucoup de marques digitales dont on pourrait pourtant penser que c'est compliqué d'établir une relation assez émotionnelle avec ses clients. Je pense pas simplement dans le domaine de la mode, mais à des My Little Paris, à plein de marques qui ont compris comme ça qu'il y avait beaucoup plus que des produits à vendre ou un joli univers à développer. Et puis ensuite, une fois qu'on a des convictions, une fois qu'on les a affirmées, une fois qu'on a trouvé la manière de se singulariser, il faut aussi le partager. Les marques japonaises le font souvent très très bien, les marques américaines aussi, parce qu'elles ont compris une dimension lifestyle très très tôt, qu'elles ont su construire un univers autour des valeurs de leur marque et l'exprimer de manière très large. Ici, un exemple avec Muji, qui en Asie est très différent des petits formats Muji qu'on connaît ici, qui ne sont pas très très rigolos. Muji a ouvert son deuxième hôtel en Chine il y a 2 semaines. Muji au Japon, c'est des restaurants. Chez Muji au Japon, on peut acheter des fruits et légumes frais, on peut aussi acheter de l'épicerie, on peut aussi acheter des livres, on peut aussi laisser à la garderie son enfant quand on va faire du shopping, on peut acheter des meubles, on peut acheter bien sûr aussi des vêtements, mais l'essentiel il n'est pas là, quoi. L'essentiel c'est d'ouvrir sa communauté, de partager sa vision. On peut acheter des maisons Muji aussi, donc
c'est la vie en Mougy, avec toutes les valeurs de très grande simplicité, d'efficacité, qui sont portées par la marque. Elle s'exprime évidemment de manière très large chez beaucoup d'entre eux. Et puis je suis sur la fin là, mais cette idée que tout ça doit être finalement très simple. C'est que l'agilité, ça permet d'être simple. Tout ça, ça peut sembler compliqué. Finalement, ça ne l'est pas quand on y met du cœur. Et que tout doit paraître, en tous les cas, un petit peu plus simple. Même là, ce magasin Kate Spade ou cette vitrine où on peut tout acheter online en touchant les produits sur la vitrine de ce magasin de New York. Simplifier, c'est aussi très, très, très important. Un autre driver huitième qui pour moi est important, c'est que les produits aujourd'hui, ce n'est pas simplement un lifestyle comme je peux vous le dire tout à l'heure, c'est aussi entretenir une relation, je vous le disais, avec ses consommateurs. Et tous ces petits produits-là, en fait, c'est des... y a une clé USB, il y a un wallet sans fil, enfin, que l'on peut un device qui vous permet d'acheter des choses, et que tout cet univers de la tech envahit la mode et l'envahit de manière très sexy pour pouvoir simplifier, faciliter la vie des gens, des consommateurs, etc. Il y a très peu de nouveaux concepts aux États-Unis qui ouvrent avec des caisses, par exemple. Il n'y a plus de caisses aux États-Unis. Dans beaucoup de magasins en France, encore aujourd'hui, même les plus nouveaux concepts, vous êtes obligé de passer à une caisse. C'est l'enfer, vous faites la queue. Personne n'a envie de faire la queue dans une caisse alors que vous avez déjà donné un peu d'argent aux gens qui ont proposé les produits. Donc, cette manière de simplifier la vie, de faciliter la vie, elle passe aussi par l'intégration dans le développement d'un business de mode, de toute cette tech qui va vous aider à simplifier votre relation avec le consommateur et à lui simplifier la vie, à simplifier la vôtre aussi. Donc c'est la raison pour laquelle à la Fédération du prêt-à-porter féminin, on accueille aussi les entreprises de fashion tech. Et on organise beaucoup de rencontres. On va lancer prochainement un programme qui leur sera dédié aux rencontres fashion tech et marques, pour justement les aider à mieux se connecter, à la fashion tech de trouver du business et aux marques, elles, de comprendre aussi et d'intégrer cette dimension technologique dans leur modèle économique. Voilà. Puis je terminerai par quelques mots. Être sincère, je pense que c'est une évidence. Ça va avec la simplification, ça va avec cette idée qu'il faut mettre du cœur à l'ouvrage, évidemment. Et puis être modeste, bien sûr, et être créatif. Et j'ai mis un S exprès, parce que je pense aujourd'hui que dans une entreprise, la création n'est plus du tout, mais alors vraiment plus du tout, l'apanage uniquement de gens qui se disent de formation créative, de stylistes. La création, elle est partagée par tous, et que tous les membres d'une équipe dans une entreprise se doivent d'être absolument créatifs. Et c'est le sens de ce dernier slide. Modestie, créativité et surtout audace. Merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on est très en retard. Je pense qu'on est très en retard et que d'ailleurs, ce n'est pas simplement une pensée, c'est une réalité. C'est que les marques étrangères arrivent en France et attirent plus les clients français que les marques françaises qui sont établies ici depuis longtemps. Donc, voilà, on annonce là l'arrivée de Urban Outfitters, par exemple, rue de Rivoli. On est sûr déjà que ça va faire un carton. De la même manière que Primark a fait un carton. Il y a aussi des échecs. Je ne suis pas en train de dire que tout est mieux ailleurs. Il y a aussi des boîtes françaises qui vont très bien et qui se remuent les fesses. Il y a plein de choses super, y compris dans les chaînes. Enfin,
les plus beaux créateurs du monde sur le plan du luxe sont à Paris. On a la chance d'avoir une chaîne comme Etam qui n'arrête pas non plus, Undies, de se remuer les fesses et de faire plein de trucs vachement bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de nouvelles marques sur tous les modèles économiques qui se développent et qui, depuis Ami, depuis Balibaris, Sœur, le Sleeve français, Rouge, je peux vous citer plein de choses qui se passent super bien en France. Mais la réalité des chiffres, c'est que les chaînes françaises perdent des parts de marché, que l'habillement français perd des parts de marché. Donc il faut arrêter de se voiler la face, parce que malheureusement, il y a aussi une espèce de discours qui dit oh, c'est pas grave, on va faire, on va tenir, on a tenu pendant 10 ans, on va bien tenir encore pendant 10 ans. Et pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Quand vous allez au salon de l'immobilier commercial à Cannes et que vous voyez débarquer des hordes de chaînes japonaises dont personne n'a entendu parler en France et qui cherchent tous des emplacements pour pouvoir se développer, et eux cherchent des emplacements, hein. Pendant que les Français cherchent à fermer les magasins parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, et qu'ils n'ont pas les bons formats, je peux vous assurer que l'Europe, et d'autant pour des raisons encore plus immatérielles, Paris, capitale mondiale de la mode, comme jamais en ce moment avec la puissance des défilés que nous avons, que ce soit sur l'homme ou sur la femme, plus le glamour de Macron, tous les patrons du monde veulent avoir un magasin à Paris. Donc la concurrence, elle sera encore plus rude à l'avenir. Mais pourquoi les marques françaises, elles sont en frileuses? Ça dépend de vous. Ça dépend de vous, ça dépend de moi, ça dépend des gens qui faisons la mode, si vous voulez. Et ça dépend aussi des décideurs, et des propriétaires. Il y a un certain nombre de groupes familiaux qui ne sont pas toujours à la hauteur des ambitions. Il y a aussi un certain nombre de fonds d'investissement qui n'ont rien compris à la mode et qui n'ont pas permis justement que les investissements se fassent. Mais je pense fondamentalement que ça dépend de nous tous ici. C'est-à-dire comme c'est nous qui avons la mode de demain. C'est nous qui travaillons au quotidien, on passe tous 8 heures par jour au minimum à travailler sur ces sujets. Donc ça dépend aussi de nous, de notre responsabilité, d'avoir nous aussi la franchise, le pragmatisme, la sincérité de dire à notre N+1 et notre N+2, je pense que vous vous plantez. Parce que sinon, je pense que vous n'allez pas dans la bonne direction, ou je pense qu'il y a d'autres directions qui sont possibles, parce que si les choses ne sont pas dites, les choses n'évoluent pas. Malheureusement, comme vous disiez, c'est sûrement à cause des gens qui financent et qui veulent vous tomber. Non, moi je pense que c'est à cause de nous. Je pense que c'est à cause de moi, qui pendant 15 ans n'ai pas été suffisamment fort et qui n'ai pas donné suffisamment de points sur la table vis-à-vis de mes gentils clients. Donc maintenant j'essaye de l'être un peu plus. C'est parfois un peu tonique. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de dire que c'est la faute des autres. Parce que c'est nous qui sommes aujourd'hui aux commandes de nos propres entreprises et qu'on sait tous que l'énergie, elle vient de la base et qu'elle vient plus du haut. Ça, c'est un discours des années 90, de se dire qu'il y a un patron, c'est lui qui décide. Mais aujourd'hui... oui, mais... Oui. Souvent des banquiers derrière. Je suis d'accord, mais... Tout ce qui connaissent rien à la mode. C'est vrai, mais Vêtements, il n'avait pas un rond quand il s'est lancé. Hein. Donc aujourd'hui, il a 1 500 000 followers. Je vous laisse regarder le nombre de followers des entreprises dans lesquelles vous travaillez et qui, elles, ont pourtant beaucoup plus de ronds que Vêtements quand il s'est lancé. Qui ont eu beaucoup plus de ronds qu'un Balibaris quand il s'est lancé. Donc ce n'est pas juste une histoire de je suis designer et donc j'ai du pognon ou pas, ou je suis une chaîne et donc j'en ai pas. Évidemment, ça est beaucoup plus complexe. Mais sur tous les modèles économiques qui composent la mode, il y a des nouveaux acteurs qui sont disruptifs et qui n'ont pas un rang et qui font les choses beaucoup plus vite et je dois le dire parfois beaucoup mieux que ceux qui en ont et qui vous disent pourtant qu'ils fonctionnent comme une start-up. C'est parce qu'ils n'ont jamais mis un pied dans une start-up. Mais non, quand il n'y a vraiment pas un rond, on trouve aussi des idées. Voilà. C'est dur d'avoir un héritage. Je ne dis pas que c'est facile tout ça. Hein. Je ne dis pas que c'est... je ne suis pas en train de vous dire que c'est... il suffit d'appuyer sur un bouton et puis on va le faire. Non. Mais je pense qu'avec de la conviction, de l'énergie, de la volonté, si déjà on était tous convaincus sur le fait qu'il y a des choses qui sont mieux à faire que ce qui est fait aujourd'hui, on ne serait pas avec nos moins 20% sur le marché français depuis 10 ans. Et que donc on ne peut pas se plaindre. Voilà. Que c'est facile de se plaindre, voilà, sauf que comme ça fait 10 ans maintenant,
Je pense qu'il faut que nous tous, on se prenne un peu en main. Voilà. Moi, le premier. Question ? Et du coup, il y a de nouveaux métiers qui émergent, comme Oui. le community manager. Oui, mais pas que. Hein, il n'y a pas que. Il y a beaucoup de nouveaux métiers qui émergent, certains qui sont bien sûr liés au digital, mais ce qui est le plus cher aujourd'hui dans la mode, c'est souvent le merchandising amont, c'est-à-dire des gens des espèces de directrices ou directeurs de collection plus, qui ont un sens produit très très fort et qui sont capables de parier sur des achats ou sur des quantités de production et sans trop se planter. Et qui savent donc à qui Excel ne fait pas peur, à qui les nouveaux logiciels ne font pas peur, à qui... voilà, ça c'est une denrée excessivement rare avec des chiffres de salaire qui sont juste mais ahurissants. Donc il y a un vrai déficit aussi de managers un peu seniors, mais qui ont compris le monde qui vient. C'est-à-dire que il y a 3 ans, j'exagère, 4 ans, il n'y avait pas Pinterest, il n'y avait pas Instagram. Donc, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes styliste et vous n'utilisez pas Pinterest et Instagram, vous êtes quand même un peu mal, puisque mais vous êtes vidéaste, c'est la même chose. Hein, vous êtes mannequin, c'est la même chose. Vous êtes voilà. Mais donc donc trouver des jeunes qui connaissent ces outils, ça on arrive à trouver. Sauf que trouver des gens qui sont capables d'encadrer ces personnes et qui sont capables aussi d'utiliser ces outils, c'est beaucoup plus rare. Et donc ça vaut une fortune. Les gens de 40, 45 ans qui ont pris le tournant du digital, qui sont rentrés dans l'histoire, qui sont capables d'encadrer des équipes plus jeunes, c'est là aussi assez rare. Et donc très cher. Et donc là, il y a à la fois des nouveaux métiers qui sont apparus, et il y a des manières d'exercer les métiers plus classiques qui, eux, ont été complètement bousculés. Complètement. On ne fait plus le métier de styliste aujourd'hui de la même manière qu'on le faisait il y a encore 5 ans. C'est impossible. Je le vois, mes gentils créatifs chez Nelly Rodi, il y a 5 ans, c'était une espèce de... J'avais l'impression de vivre chez Lavrut avec un nombre de cadapacs, de panneaux, de trucs, de bombes à coller. Là, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus ça. Tout fonctionne très 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 différemment. Donc, et heureusement, enfin, de toutes les façons, il n'y a pas de regret à avoir, il y a juste à prendre le train en marche. Et ce qui est important, je crois aussi, c'est vis-à-vis de l'évolution très concrète de ces métiers, ça va être de sensibiliser les écoles, justement, notamment du côté de la création, au fait que là, il faut updater rapidos les manières de fonctionner, quoi, parce qu'on ne peut plus juger de la même manière. Et certaines écoles l'ont très très bien fait. Donc là aussi, ça coûte très cher. Les très bons créatifs qui savent aussi manier tout ça sont à des prix absolument délirants. Une responsable de studio d'une marque moyenne gamme, je ne dis même pas une responsable de collection générale sur le plan du style, hein, création, je sais pas, des salaires à 150 000 euros. La fille, elle a 35 ans. Donc c'est très... Il y a certaines fonctions très précises qui sont tellement rares qu'elles sont très chères. Est-ce que le développement durable a un rôle à jouer au sein de cette entreprise? Est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut exister sans prendre en compte ces défis et ces... Alors malheureusement, oui, elle peut exister, mais je pense qu'elle ne va pas durer très 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 longtemps maintenant. Voilà. J'ai commencé un peu ma presse par là en disant que cette quantité absolument astronomique de vêtements produits, c'était devenu insupportable. Donc l'entreprise, l'industrie est la deuxième industrie, notre industrie est la deuxième industrie la plus polluante. Après l'industrie du pétrole. Pour plein de raisons.
à la fois le coton, ça prend une eau absolument délirante pour faire pousser, mais ça en prend aussi beaucoup pour laver votre t-shirt à des degrés qui sont très élevés, donc le cycle du produit est un enfer. Le polyester, c'est que du pétrole. Donc du point de vue du sourcing matière, on n'est déjà pas bon. Du point de vue du transport, on est très mauvais, parce qu'on a tous les allers-retours entre le Bangladesh et la France et le Portugal et où vous voulez, c'est l'enfer. Ensuite, du côté du sociétal et les conditions dans les usines de travail, je ne vous en parle pas. Et enfin, on surproduit. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de produire pour vendre, évidemment, sauf qu'on produit aussi pour les promotions, on produit aussi pour les soldes. Donc en fin de collection, il reste toujours des résidus qui sont plus des résidus, mais qui en général, d'après certains chiffres qui ne sont pas encore complètement officiels, des rumeurs disent qu'en gros c'est 20% des produits qui sont fabriqués qui ne sont pas vendus. Donc qu'est-ce qu'on en fait? H&M en fait une usine pour faire de l'énergie et va brûler les vêtements en Suède. Très bien. La plupart des chaînes vont inonder l'Afrique. Donc comme ça, effet secondaire, il n'y a plus d'industrie de l'habillement en Afrique puisque tout arrive pour 0 €, 0 centimes ou presque. Et que l'Europe, les États-Unis et l'Asie habillent quasiment gratuitement ou à très vil prix avec leurs invendus l'ensemble du continent africain et donc ne permettent pas la création d'une industrie solide avec des marques solides et un réseau de distribution solide sur ce continent. Donc on a beaucoup de boulot à faire et je pense absolument que les consommateurs et les clientes ne sont plus, en tous les cas, elles consomment maintenant en connaissance de cause. Donc on voit dans les enquêtes qu'elles sont de plus en plus conscientes. Elles disent qu'elles sont prêtes à acheter plus cher, mais en fait elles ne le font pas parce qu'à un moment, il faut avoir un peu de rond. Et que comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez 3 enfants, que vous êtes une mère célibataire et que vous gagnez le SMIC, vous allez chez Primark et vous savez par avance que votre t-shirt à 4 €, il est mal fait, oui c'est vrai. Mais il faut quand même bien habiller les gosses pour la rentrée scolaire. Donc voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, collectivement, en tant que professionnels et en tant que fédération, on se doit aussi de sensibiliser de plus en plus les clients et les consommateurs pour qu'eux-mêmes soient les acteurs de ce changement-là. Donc concrètement, à la fédération, c'est ce qu'on a fait, puisque nous avons lancé l'année dernière et présenté à Trafic, le fameux salon dont je vous parlais tout à l'heure, la première étude dédiée à la responsabilité sociétale des entreprises dans l'habillement. Il n'y avait pas eu d'étude auparavant qui avait été faite sur ce sujet, pour que les choses puissent se dire et qu'on puisse déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociétale, identifier des best practices et faire en sorte que les marques puissent les adopter de manière un petit peu plus rapide. Et comme je suis toujours assez têtu comme garçon, et que la première étude n'a pas suffi, on va continuer. Et donc au deuxième semestre, on aura de nouveau une initiative au sein de la fédération pour sensibiliser encore plus les marques à ces questions-là. C'est une des 5 priorités que j'ai fixées dans mon programme quand j'ai été élu à la présidence de la fédération. Est-ce que vous pensez que les clients des marques de luxe, elles sont regardantes justement sur le fait que ce soit bio ou bien sourcé correctement, ou c'est plus pour une image? Elles sont plus attentives au made in que les clients des marques de distribution, c'est certain. Elles sont sur le bio, pas encore toujours, mais beaucoup de marques de luxe ont pris conscience de manière assez récente de ces questions. Le groupe Kering est plutôt en avance. D'abord parce que vous savez qu'il y a, je crois que c'est Stella McCartney qui fait partie de Kering, donc qui a quand même servi de locomotive sur ces questions au sein du groupe. Et que il y a une initiative assez récente, mais qui a été très soutenue par Kering, pas que par LVMH aussi, par Chanel je crois aussi un peu, de Miroslava Duma avec son Fashion Tech Lab, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est assez génial parce qu'elle investit et elle promeut
beaucoup de startups qui permettent justement de développer de manière plus équitable de la mode, à travers de nouvelles fibres, à travers de nouveaux textiles, à travers de nouveaux procédés qu'elle a présenté chez Google à Paris lors de la dernière Fashion Week et qui a eu un très bel écho. Les cellules innovation de certains groupes travaillent sur des questions aussi bêtes que demain, qu'est-ce qu'on devient si on ne peut plus utiliser de cuir ? Sachant que déjà beaucoup de marques arrêtent la fourrure, comme vous l'avez vu, Gucci par exemple, mais d'autres l'ont annoncé aussi. Entre fourrure et cuir, quelle est la différence ? C'est toujours un animal qu'on tue à un moment donné ou à un autre. Donc on peut décider d'arrêter la fourrure parce qu'on vend 3 manteaux et demi. Si on arrête de vendre à la fois des souliers et des sacs, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont lieu sur le développement de nouvelles matières plus développement durable, notamment autour du cuir en ce moment. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que sur ce côté-là, dans les 5 années qui viennent, on va avoir un changement vraiment énorme. D'autant que c'est très compliqué pour les maroquiniers de trouver maintenant des matières de qualité naturelles. Les élevages de crocodiles sont tous, ou de serpents, ou de tout ce que l'on veut. Le cuir de qualité est très très rare parce qu'il y a une telle production aujourd'hui, ça a tellement grandi que toutes les marques s'arrachent les plus belles peaux et que c'est compliqué de pouvoir fournir. Donc il va falloir trouver d'autres moyens, peut-être plus industriels, de créer d'autres matières qui soient à la fois plus développement durable, mais surtout qu'on puisse dupliquer et fabriquer en plus grande quantité. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Merci.